écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Histoire. Nous sommes à la poursuite de nous-mêmes et aujourd'hui on est très heureux de recevoir quelqu'un qui revient, qui fait un comeback. Abdelrahim Qasso, l'architecte, l'anthropologue, le héros du podcast consacré à la ville de Casablanca est de retour. Salut Abdelrahim. Salut. Comment ça va ? C'est un plaisir de revenir. Et surtout, alors j'ai oublié le mot le plus important dans ta définition aujourd'hui, plus qu'architecte, plus qu'anthropologue, tu es Figuigui. Exact. Donc de la ville de Figuig. C'est clair. Et on va consacrer ce podcast à cette ville qui a une riche histoire que tu vas nous commencer justement, non pas par l'histoire, mais par la géographie. Alors, c'est important. Figuig, effectivement, est connu. Le nom est connu, mais peu de Marocains savent la situer. Et je pense que c'est important. Si on la positionne, on a les gens associés à l'oriental, en gros, Oujda. En fait, si on trace une ligne horizontale, elle est à peu près à la hauteur de Safi. Donc, elle est vraiment pas mal au sud. Elle est plus au sud qu'on croit. Qu'on croit. Elle est à peu près à égale distance de Oujda que de Rachidia. À peu près 380-400 km entre Oujda à Figuig ou de Rachidia à Figuig. Elle est située, évidemment, dans cette frontière, même si le terme n'est pas forcément approprié le long de l'histoire d'appeler cette zone-là frontalière, entre ce qui est devenu maintenant le Maroc et l'Algérie. Elle est plus proche de Tlemcen que de Fès. Elle est à peu près à 300 km à vol d'oiseau de Tlemcen, à 400 km à vol d'oiseau de Fès, qui est la ville importante de l'époque. Elle est à égale distance entre Fès et Raudaya, 400 km. Raudaya, dans le sud d'Algérie, qui est une capitale ibadite qui a eu un rôle important dans le fonctionnement de ces zones-là du Sahara. Donc si, à l'image de ce que vous avez pas arrêté de rappeler dans d'autres podcasts, il faut raisonner en termes de flux, en termes de circulation et pas en termes de frontières. Exactement la même chose pour comprendre la relation entre le nord et le sud. Le Sahara est une zone qu'on traverse, c'est une zone de circulation très riche en termes d'échanges, en termes d'économie et en termes de conflits, bien entendu, et également pour cette zone. Oui, c'est une des grandes découvertes de l'écoute des historiens, quoi. Le Sahara est un endroit qui rassemble plus qu'un endroit qui divise. Enfin, on a toujours l'image aujourd'hui d'un mur infranchissable. En fait, non, c'est une zone d'échange, de commerce, culturel, commercial, etc., quoi. Et je vous invite à avoir le même regard sur cette région-là, située entre l'est du Maroc et l'ouest de l'Algérie, qui est une zone d'échange, de rencontres, et évidemment des zones de conflit, des zones d'échange politique, des zones de guerre également. C'est une zone occupée depuis très très longtemps, depuis le néolithique, puisqu'il y a parmi les grands sites importants du Maroc en termes de gravure rupestre, il y a le site Figuig. À côté d'autres sites, vous avez dédié un podcast avec le professeur Mjidi sur ce sujet-là, qui est passionnant, et donc c'est très important. D'un point de vue géographique, on est sur des hauts plateaux. C'est des hauts plateaux. Les hauts plateaux, en venant d'Oujda, en allant vers le sud ou en venant de Rachidia, en passant par Boudnip, en venant d'Oujda, en passant par Mataka, par Tenera, etc. Ce sont des grands plateaux qui sont des plateaux occupés par des tribus nomades plutôt pastorales, donc d'éleveurs. Et on arrive sur Figuig, qui est une espèce de cuvette entourée de montagnes, qui sont des montagnes de 1000 à 1200 mètres d'altitude. Donc c'est quand même des montagnes importantes. Pareil, on ne se projette pas dans une zone de montagne quand on pense à Figuig. On pense à un désert. En fait, c'est une oasis. Donc c'est des constructions d'une série de ksar, donc des constructions en terre plutôt compactes, comme il y en a à Zagora, comme il y en a ailleurs, dans des palmeraies entourées de montagnes. L'étymologie, l'on voit à terme Fij, Figuig, Fij-Kol, en arabe, ce qui, à mon sens, pas forcément juste, parce que c'est une zone plutôt amazighophone. Et Figuig, on dit Ifigi. En berbère, on l'appelle Figuig, Ifigi. Donc il n'y a pas le gars. Ifigi, ça renvoie peut-être au terme Afei, qui est courir en amazigh. Je ne suis pas linguiste, donc je ne peux pas affirmer l'origine, mais il n'y a pas d'unanimité sur. Et je ne sais pas s'il y en aura. S'il y en aura. Après, il y a des choses sur lesquelles également importantes. Autre légende intéressante, il y a une petite rivière dans le coin, Zousfana, qui est connue parce que c'est un peu. En général, des séparations de territoires sont liées ou de frontières sont liées à des cours naturels ou des reliefs, etc. Là, en l'occurrence, c'est une rivière qui sépare actuellement le tracé de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et Zousfana viendrait de Joséphina, qui serait une princesse romaine. Là encore, moi j'aime bien cette histoire. C'est bien raconté, c'est bien raconté. Juste pour information, cette rivière, elle est sèche là, non ? Elle est souvent sèche, mais il y a eu un barrage fait il y a une vingtaine d'années sur cette région-là, donc ça a un peu changé l'haussement de l'eau, mais c'est une rivière qui est alimentée parce qu'il y a de la neige de temps en temps dans la région, donc c'est une rivière, comme ces rivières de Dra ou d'autres, ou de Ziz, etc., qui sont très sèches l'été, mais qui peuvent avoir des crues très violentes, et voire couper la route. Et pas seulement celle-là. Zousfana, certains leur renvoient le nom également à Joseph, Joséphine, Youssef, etc., en renvoyant à une population juive très ancienne dans le région également. En témoignent 2 cimetières juifs qui existent encore à Figuig.
Sur le rupestre, on parle d'une autre climatologie que celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va trouver des animaux disparus sur les murs. Bien sûr. Mais tu nous as quand même parlé de Figuig avec les mots neige, Joséphine. Montagne, donc c'est-à-dire des gens de très loin. Je pense qu'on peut arrêter le podcast ici. Tu auras déjà déstabilisé la moitié des gens qui s'attendaient à une étendue désertique et beaucoup de sécheresse. Ça change un peu l'image. Alors maintenant qu'on a posé un peu la géographie du lieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'histoire de cette région? Déjà, l'organisation de Figuig en tant que telle, c'est une agglomération de Ksa. Ksa, c'est un peu comme on a ailleurs. D'ailleurs, le fonctionnement de Ksa est quelque chose qu'on va retrouver dans la région en allant de Skoda, Zagola, etc. Mais en continuant vers le toit algérien, là encore, une organisation sociale des agglomérations urbaines qui sont là pour des raisons militaires, mais également autour de sources d'eau. Donc Ksa est une construction avec une muraille, avec des tours de guet. Ça, c'est un stock. Ksa, c'est à la différence de Kasbah. Kasbah étant une construction plutôt isolée, plutôt en hauteur, Ksa est quelque chose d'étalé. C'est une espèce d'agglomération de plusieurs familles qui ont en général des relations directes, mais avec une muraille, avec des portes, et avec des ruelles intérieures un peu sombres. Donc, et en général, pas plus que R+1. C'est en général très étalé. C'est la construction en terre, en pisé et en adobe. Donc c'est des gens qui se regroupent pour des raisons de sécurité ou de stockage ou de proximité, c'est quoi ça? Alors, il y a déjà des regroupements liés à proximité de sources d'eau. Le Figuig est organisé autour de palmeraies. Et les palmeraies sont liées à des Ksar. Il y a le palmeraie et les sources de Ksar. Alors, les Ksar, juste si vous permettez, il y a 7 Ksar actuels à Figuig. Donc, c'est important. Figuig est une espèce de fédération, pour aller vite, de 7 Ksar. Oulad Slimane, le Maïz, l'Oudarir, Hammam Fouqani, Hammam Tahtani, l'Abidat, Tiznaga. Historiquement, tu sors le Maïz, qui est le plus petit démographiquement. Mais très intense quand même. Bien sûr. Personne n'en a douté. il y avait 2 autres Qassa qui ont disparu, Mehrez et Al-Jaba. Al-Jaba était un Qassa installé, je résume, installé pour Moulay Ismaïl pour assurer un contrôle, donc par le Mahzen, pour assurer un contrôle de la région. Al-Mehrez est un Qassa d'opposant pour aller vite à Moulay de Sijil Massa, donc on est dans cette Moulay Rachid, frère de Moulay Ismaïl. Voilà. Donc l'Alaouine, donc avec une zone de conflit. Et ces Doxa ont disparu suite à des conflits politiques, mais également à des conflits sur les sources d'eau. On est dans une zone où l'eau est la denrée importante, donc il y a eu beaucoup de conflits entre les Qassa, et donc Doxa ont disparu. Maintenant, on en a 7. Le regroupement de ces Qassa sur une zone un peu limitée géographiquement serait dû à... Donc en fait, pardon, excuse-moi, je synthétise pour les gens qui... Donc Figuig est une sorte de conglomérat de cette 7 Qassa. On le voit très bien, il suffit de regarder une photo aérienne, ou alors encore mieux y aller. On voit très bien quand on arrive donc, de Bouafa, donc de l'ouest, de nord-ouest en l'occurrence, on rentre dans Figuig, on va arriver, on va trouver 2 Qassa à gauche et 4 Qassa à droite, le long de la rue principale, et on voit très bien se distinguer la limite. La limite se distingue moins parce que maintenant de plus en plus de personnes, notamment les migrants, sans forcément vouloir leur jeter la pierre, construisent en béton, dans des choses pas forcément très heureuses d'un point de vue architectural, entre les Qassa, et du coup ça a un peu brouillé la limite qu'on pouvait voir, parce qu'il y avait les Qassa, les palmeraies, des espaces vides, et après on passait à l'autre Qassa. Ensuite on arrive à une falaise, on descend, et on trouve le Qassa le plus grand, Znaga, qui est en bas. Donc, autour du palmeraie, d'ailleurs, une très très belle vue quand on arrive. On a ça d'en haut, on a le premier palmeraie, on traverse, on longe une falaise et on descend, on a le Qassa en bas. D'un point de vue tribal, on est dans une zone, vous avez dédié des podcasts à ça, on est dans une zone entre Znata et Snahaja. On est à peu près, là encore, Siradeh qui avait parlé de ce podcast a bien indiqué qu'il y a ces 3 grosses confédérations tribales à Mazir, mais qu'il n'y a pas de limite nette et propre. C'est pas hermétique. C'est pas hermétique, donc on est dans cette zone-là. Au 10e, 11e siècle, c'est ça, le 10e, 11e siècle, quand il y a eu l'arrivée des grandes tribus arabes, une espèce de grande migration. Les Hilaliennes. Les Hilaliennes vers l'ouest. Donc certains se sont installés, notamment les Bani Maqil se sont installés dans la région. Et ça aurait provoqué le regroupement des Qassa pour des questions de sécurité, de protection, mais également pour des questions de différences culturelles. Ces Qassa auraient été, d'après certains historiens, certains récits, beaucoup plus éclatés et se seraient regroupés, et en laissant les hauts plateaux. Avez des tribus Bani Maqil qui sont installées... Il y a les tribus Bnigil et les tribus Amour, qui sont des tribus arabophones. D'accord. Certains sont installés, sont devenus amérophones, qui sont urbanisés, on va dire, en s'installant dans l'oasis, d'autres sont restés nomadisantes. Et jusqu'à maintenant... C'est une zone de gros mixage, quoi, parce qu'il y a les Snahaja, il y a les Znata, il y a les Bani Maqil, c'est un grand brassage, quoi. Et ça montre qu'on est au centre, on est c'est un carrefour, le côté carrefour. On est au centre. En fait, oui, c'est aujourd'hui, on coupe donc avec les frontières, disons, modernes, parce qu'elles ont... on voit Figuig à la marge, mais en fait, il est au centre d'un espace... du Maghreb occidental, pour aller vite. D'un espace cohérent, quoi. Complètement. Un des Qassa qui s'appelle Ish, qui existe encore, qui a peut-être à une vingtaine de kilomètres de Figuig, serait un de ces Qassa qui serait resté un peu à la marge. Et donc, il y a évidemment un gros boulot d'histoire à faire sur cette région-là. Donc, installation des tribus arabes de cette grande migration.
On est également dans cette zone-là où on a à l'est les Ottomans et à l'ouest l'État saadien. Oui. Et on a une présence ottomane. On dit que les Ottomans n'auraient jamais mis les pieds au Maroc, c'est faux, parce qu'ils sont restés quelques mois à Figuig. Donc Figuig, il y a des présences ottomanes. Ils ont libéré la ville. Ouais. J'imagine suite à un accord avec les Saadiens. Il n'y a pas eu de conflit parce que Les Saadiens ou les Alaouites? Les Ottomans, on est à la fin des Saadiens. Après, les Ottomans n'étaient pas forcément intéressés par contrôler ce territoire. Après, on peut avoir plusieurs lectures. Est-ce que c'est Saadiens qui, suite à un accord, demandaient aux Ottomans de quitter? Est-ce que les Ottomans n'étaient pas intéressés, ils s'intéressaient par le contrôle des côtes? On peut avoir plusieurs lectures. Le fait Oui, est il y a une troisième, une quatrième, une cinquième lecture qui est les relations très spéciales qu'il y a entre les Ottomans et les Saadiens, en particulier Abdelmalek Saadi et son frère Ahmed al-Mansour, qui sont aussi des produits de l'école ottomane et qui donc ne se voient pas forcément comme des États conflictuels, quoi. Bien sûr. Cette région est devenue un peu, donc encore une fois une région où une des étapes principales des caravanes entre Sijil Massa et Tlemcen, une des escales importantes, donc une ville où il y avait une grande dynamique économique. Donc on peut imaginer Figuig à cette époque-là avec beaucoup de chameaux, de matériel, enfin le port saharien, quoi. L'étape. Voilà, une des étapes. Des fladars, des machins. Une des étapes, une présence, on a parlé des communautés, donc il y a eu des communautés chrétiennes, je ne parle pas de la coloniale, je parle vraiment des chrétiens, l'arrivée de l'islam, communauté juive importante, on témoigne les cimetières qui sont encore là. L'histoire s'est un peu accélérée, entre guillemets, dans cette région-là, quand la France s'est installée en Algérie, 1830, et donc un des événements importants, c'est bien entendu la révolte de Emir Abdelkader, que tout le monde connaît, 1832-33, les révoltes armées contre la présence coloniale dans l'ouest algérien, dans l'Oranais. Qui provoque la réaction avec le Maroc. Trouble avec le Maroc qui aide, le sultan qui aide, l'Emir Abdelkader qui reçoit ses troupes, qui lui offre des bases arrière. Donc dans la région de Oujda, mais également dans la région de toutes ces zones-là, jusqu'à Figuig, donc une base arrière de cette période-là. Et donc la fameuse bataille d'Isli, en 1844, entre le Maroc et la France, pour aller vite. Le Maroc et la France, je synthétise, le Maroc servant de base arrière aux opérations de résistance, disons, d'Emir Abdelkader, et la France qui l'accuse d'abriter un brigand et qui va rentrer par la frontière algérienne et infliger une grosse défaite que le professeur Bouaziz a appelée une débandade, si je me rappelle bien, à Isli en 1844, entre les troupes menées par Sidi Mohamed, le fils du sultan. Et alors j'ai oublié le nom du militaire français, mais c'était Bugeaud, mais Bugeaud qui était même avec Napoléon, lui. Ah. C'est-à-dire c'est un ancien vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, oui. C'est-à-dire qu'il a fait toute l'Europe, voilà. Et qui a été, je pense, nommé duc d'Isli suite à cette victoire. Voilà. Isli, on est dans la région d'Oujda, dans la région des 1844. Donc ça s'est accompagné également par le bombardement de Tanger et de Mogador. Exactement. Ça a forcé un peu le repli des Marocains, c'est également ça. Voilà. Et donc, suite à la bataille... une bataille terrestre et 2 bombardements navals, disons. Ouais, exactement. Et donc, 2 traités suite à ça. Un moins connu, qui est le traité de Tanger, 1844, où, en gros, le Maroc reconnaît qu'il ne va plus intervenir dans les questions algériennes, ne va plus aider la résistance algérienne, qui ne va pas forcément respecter tout à fait. Et la France, en gros, qui dit qu'elle va reconnaître la légitimité du Maroc, elle ne va pas passer la frontière pour aller vite. Alors là, il faut juste, j'insiste, parce que cette période-là, elle est très importante si vous voulez comprendre. Le Maroc n'a plus comme voisin une régence ottomane, des tribus algériennes, un émirat de Tlemcen, il a à côté de lui la France. Et ça change beaucoup de choses, y compris en termes psychologiques. Quand on connaît la puissance européenne, ça crée une sorte j'ai envie de dire, d'angoisse par rapport à la protection de la souveraineté marocaine, quoi. Exactement, on a le café finalement à nos portes. C'est quand même une lecture de l'histoire qui se fait aussi sur cette base-là. C'est le choc, comme le choc a été de savoir que Napoléon est débarqué en Égypte, les Français débarquent. C'est dans la société marocaine, c'est un choc total, quoi. Voilà. Autre accord important qui va avoir de grandes conséquences sur la région, c'est le traité de la Lamrnia. Voilà, il faut en parler. 1845, qui est ce traité qui précise plusieurs choses, notamment un tracé des frontières. Alors, un tracé des frontières qui est plutôt précis. On le voit, le document d'ailleurs existe, les versions est à la Bibliothèque nationale. Et on trouve le tracé des frontières dans la région nord jusqu'à la Méditerranée, la région d'Oujda. Qui est encore valable. Des régions moins traitées, parce que considérées moins précises, considérées non intéressantes. Ensuite, dans la région de Figuig, Zoussana, avec des tracés de cartes pas forcément toujours précises, mais surtout avec des éléments importants, notamment un tracé précis d'un point de vue politique, mais un accord pour que la culture continue, c'est-à-dire l'accès historique, je ne sais plus quelle est la phrase exacte du traité, mais en gros, que les pâturages, que l'accès aux palmeraies, que l'accès des bêtes puisse continuer, que les familles puissent continuer à aller, venir, etc. C'est-à-dire qu'il y a une frontière, mais elle ne doit pas être vue comme une séparation.
Exactement. C'est ce qui est prévu par le traité. Par rapport au mode de vie des tribus, des populations. Complètement, que ça puisse être Ça, c'est 1845. 1845. Après... Mais cela dit, restons sur 1845, parce que quand on regarde la frontière, qui est encore celle d'aujourd'hui à ce niveau-là, Figuig, c'est comme si elle avait fait un détour pour la rentrée dans le Maroc. C'est plus que ça, c'est-à-dire que dans ce traité, on cite les villes qui sont à l'ouest et les villes qui sont à l'est. Et donc on cite Figuig et Ish comme étant au Maroc. Okay, et on cite Bni Ounif et Nsfara comme étant algérienne. On cite Bcha comme étant algérienne. Ouais. Et Bcha, géographiquement, est plus à l'ouest que Figuig. Quand on regarde la carte, si on trace un trait vertical, Bcha, même Tindouf, etc., tout ça, c'est beaucoup plus à l'ouest que Figuig. Donc on a une espèce de forme très Mais moi, j'ai entendu dire, alors j'ai discuté avec Mustafa Khadeli je lui ai dit qu'on te recevait, et d'après lui, l'IOT, quand il s'est installé à Bcha, le gouvernement français lui a demandé de quitter les lieux parce que c'était le Maroc. Et il leur a répondu, je ne suis pas à Bcha, je suis à Colombes. Colombes étant le nom de sa quartier colonial, le quartier colonial. Le quartier colonial, voilà, nommé d'après, je crois, un militaire qui est décédé là-bas ou quelque chose comme ça. Donc en fait, même vis-à-vis de la France, même Bcha était plus du côté marocain. Et c'est plus un coup de force de l'IOT qui l'a arraché, enfin qui l'a récupéré dans ce qui était sa régence, parce qu'en face, il n'était pas... Et c'est quelque chose qu'on a traîné depuis longtemps d'ailleurs. Un des problèmes d'arrière-fond de la guerre des Sables de 63 vient un peu de cette zone-là. On ne sait pas vraiment trop si elle est... C'est comme plaquer encore une fois une lecture d'État-nation sur une situation qui est très différente. On a Figuig avec des relations très différentes par rapport à l'État central, proche ou loin. C'est-à-dire si on prend pour l'époque idrisside, Figuig est très très loin, parce que les Idrissides avaient un territoire qui s'arrêtait bien avant. Par contre, à l'époque almohade, Figuig est quasiment au centre de l'Empire almohade. Donc il ne faut pas avoir une lecture plaquée sur... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est dans une marge, elle ne l'a pas toujours été. Elle n'a pas toujours été. Elle a été intégrée, elle a été en dehors, elle a été... Il y a ça, mais également ce lieu qui était un peu loin a, par moments, accueilli des réfugiés, comme on les appelait maintenant. Des gens en conflit avec le régime central qui se sont réfugiés. Les Idrissides, à un moment donné, se sont installés là pour se réfugier. Les Banu Mahrez, qu'on a évoqué tout à l'heure, sont installés là un peu pour fuir un peu et pour s'éloigner de l'État central. Donc un peu ce territoire, mais avec quand même une allégeance au sultan. Le khataba se donnait au nom du sultan, etc. Donc, je reviens à la question de l'Alamrnia, donc ce tracé des frontières, avec évidemment une application plus ou moins stricte selon l'ambiance du moment. Générale. Et une des grandes révoltes de cette région-là, c'est celle de Bouamama, Cheikh Bouamama, qui est un peu une des Cheikh Bouamama, la tribu donc, de son nom, Mohamed Ben Laab ibn Cheikh, la tribu d'Ibn Cheikh, d'Aïd Cheikh, a été divisée par le traité de l'Alamrnia. Les Ibn Cheikh et Cheikh de l'Ouest, Graba, sont restés côté marocain, on va dire, et les Cheikh Chiraga sont restés côté algérien, donc une tribu divisée, coupée en deux. Bouamama est né donc Mohamed Ben Cheikh est né en 1833. Point technique. Ouais. Mohamed Ben Cheikh. Pourquoi on l'appelle Bouamama? Un turban. Turban. Donc c'est une caractéristique textile. Quoi. Alors, c'est une caractéristique textile dans une lecture actuelle. Le Bouamama étant un prénom chez nous à Figuig, Bouamama est un prénom, j'ai des cousins qui s'appellent Bouamama, des autres qui s'appellent Bouamama. J'ai un cousin qui s'appelle Bouamama Kasso. Donc c'est quelque chose qui est dans l'état civil un prénom. Est-ce que ça l'est devenu après? Est-ce que c'est lié à un truc? Non, c'est qu'est-ce qu'il a donné l'autre? Qu'est-ce qu'il a donné l'autre? En tout cas, mais Bouamama Khadra, etc., c'est comme un signe de prestige aussi. Quoi. Il avait ce rôle-là. Donc, on est en 1833 à Al-Hammam Fougani, donc à Adqsa de Figuig. Et donc, on est dans cette deuxième grande révolte de l'Ouest algérien, Est-Marocain, on va dire, qui a commencé en 1880-90, donc menée par Bouamama, qui réunit ces deux tribus et qui attaque. Et donc, qui attaque, et avec des conflits qui ont duré très longtemps, notamment suite à des crispations et des tensions. Et donc, il était en rébellion jusqu'à 1908, l'année de sa mort. Il est décédé à Laayoune. Laayoune, c'est des Milouk. Donc, Laayoune Sharqiya, entre terroristes. Donc, il a fait quoi? Il a réuni les deux factions tribales coupées en deux. Il a attaqué l'État français à quel niveau? On est dans cette région-là. En gros, il faut poser Ouharan, toute cette zone sud de Ouharan, toute l'Oranais. D'ailleurs, ce Bouamama a une statue en Algérie, dans cette ville qui s'appelle Biyad, qui est en gros, si on trace un triangle, Oran, Alger, on va au sud, on trouve une ville, et il y a une statue de Bouamama. Et donc, il a ce prestige de grand révolutionnaire résistant en Algérie. C'est un Figuigui. C'est un Figuigui ou le Hammam Fougani. Alors, juste pour... il est enterré, né au Figuigui et enterré à Laayoune. D'accord. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais en Algérie, ça c'est une information, les personnages comme ça un peu héroïques, on leur fait des statues. Au Maroc, on n'a pas cette tradition de statues, mais en Algérie, on trouve des statues. On va trouver, voilà, exemple Bouamama. C'est une réflexion qui m'a été inspirée par ce que tu viens de nous dire, parce que nous, on ne fait pas ça. Quoi. Et donc, cette révolution ou cette révolte
C'est conclu un peu par ce qu'on appelle un MN, c'est-à-dire que l'espèce de bataille, de accalmie, etc. Et la France lâche du lest sur la population, sur les contrôles, permettant notamment des accès au pâturage. Et la confédération qui a regroupé Bouamama autour de lui, il y avait beaucoup d'amour, qui c'est de grandes tribus de l'ouest algérien, d'éleveurs, de nomades, qui nomadisent dans cette région-là. Donc, question d'accès, liberté de circulation. Donc, c'est un peu des thématiques actuelles, contemporaines, mais les questions de liberté de circulation et liberté d'accès au pâturage, donc aux questions économiques, sont parmi les questions fondamentales dans des conflits qui ont un arrière-fond évidemment politique, religieux, mais il y a cette question qui est fondamentale. Même un impact économique, et surtout l'occasion de rappeler, comme le fait souvent Al-Hal Boubrik, le spécialiste du Sahara, que la colonisation, donc l'arrivée des Français avec... c'est elle qui a complètement perturbé les échanges en imposant des limites sur un espace qui n'était pas forcément limité et en perturbant la circulation des gens, dont c'était le gagne-pain et le mode de vie, quoi. Ça, mais également une imposition des limites, mais une imposition des limites par la force et dans une situation de force complètement disproportionnée. J'évoque juste parmi les conflits de cette région, il y a le conflit de 1903 où l'armée française bombarde Figuig parce qu'il y a eu justement plusieurs épisodes de bataille, de résistance, de réaction, etc. Une des réactions de cette population autour de Figuig a été punie par le bombardement de la ville. Et donc en 1903, on comprend bien qu'en termes de rapport de force, il n'y a pas photo. Mais je ne comprends pas bien, parce que le traité de la Marinière, tu nous as dit qu'il y avait une certaine souplesse par rapport au mouvement des populations. Et finalement, donc on est en 1845, finalement on se retrouve un demi-siècle plus tard avec une application plus dure et donc des mouvements de résistance de la population. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on fait cet accord, on a l'air de comprendre que les gens doivent bouger, et le moment où finalement on ne les laisse plus bouger au point de leur imposer une pression et des bombardements? Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte du traité parle de liberté de mouvement, mais la réalité du terrain, évidemment tout autre. La réalité du terrain... Le besoin de contrôler a pris le dessus, quoi. Et surtout, ça dépend également de qui est le commandant local de l'armée et quelle est la réaction, s'il y a beaucoup d'intercursions ou pas. L'ambiance, quoi. Ça ne dépend de l'ambiance du moment, effectivement. Du moment. Et en général, elle n'était pas forcément toujours tout rose. Donc là, le traité... Et même la mentalité du militaire qui va arriver. Enfin, ouais. Il faut une certaine... Déjà, nous, parfois, nous, citadins marocains, on ne comprend pas très bien forcément le mode de vie. Alors, tu imagines un militaire français. Et dans un contexte, on est fin 19e, début 20e, où le Maroc, finalement, la question de on va laisser le Maroc tranquille était tout à fait vraie. La France a été intéressée par occuper le Maroc. Donc, si on pouvait un peu pousser un peu, rentrer un peu, on n'allait pas non plus se gêner. On n'est pas très loin de 1907, voilà, 1907, Casa, Oujda, etc. On n'est pas très loin de cette période-là. Donc, l'ambiance, effectivement... Galilée, ouais. L'ambiance, effectivement, n'était pas forcément au beau fixe. Donc, quelque chose qui est encore très présent dans la... Le bombardement de Figuig, il a été brutal. Il était violent et surtout, c'est resté très très présent dans l'histoire collective. Les anciens continuent à l'évoquer. C'est les premières photos. Et donc, c'est les premières traces de bombardement. Photos, physiques. Alors qu'avant, on nous parlait de Bouamama, on nous parlait de Abdelkader, mais on n'a pas vraiment d'iconographie pour... Alors là, on voit des photos de... D'ailleurs, il y a un des cuirassés de l'armée française qui a été appelé Figuig, suite au bombardement de Figuig. Donc, c'est quelque chose... C'est un bombardement comment? Aérien? Comment ça se passe? Non, avec des canons amenés, l'armée, des canons. Et on voit des impacts. Alors, à propos des cuirassés, le bombardement de Casa, lui, il a été effectué par un bateau qui s'appelle Galilée, qui a donné son nom à une rue. À la rue Tahsin. Voilà, Tahsin, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'astronome. Non, mais c'est vrai. C'est beaucoup moins glamour. C'est beaucoup moins glamour. On a traîné le nom d'un bateau qui nous a déglingué la ville en croyant que c'était un géographe ou un géomètre, j'en sais rien. Bref, donc une iconographie, un souvenir dans la mémoire populaire, même des photos de bombardement. Ouais. Voilà le traumatisme du bombardement de Figuig. 1903. La présence... Qui fait partie du grand film de la France qui vient un peu pousser, qui vient un peu titiller, etc. Oujda, titiller, etc. On est dans cette période-là, protectorat, début du protectorat, etc. On est dans une zone où il y a une vraie présence militaire. Avant ça, il y a une présence des premiers moines. Il y a une église qui est construite à Figuig en 1908 ou 9. Je ne suis pas sûr de la date, mais en gros, on est dans cette période-là. La présence des administrateurs, période coloniale. La zone change un peu c'est une zone qui n'intéressait pas forcément beaucoup, mais qui commence à changer quand on découvre des minerais dans cette région-là. On n'est pas très loin de Knatsa, qui est cette fameuse région qui parle d'ailleurs le même amazir que Figuig de mines de charbon. Je vous renvoie à l'échange qu'on a eu ensemble sur ce train qui vient, le fameux Mer Niger, ce train qui vient du nord, réalisé par des prisonniers ou des travailleurs forcés, et qui s'arrête actuellement un peu après Bouafa Al-Mengoub. On voit encore des vieilles gares fantômes et des trains. C'est incroyable. On est dans cette zone-là, on est dans cette période-là, et qui allait à Knatsa pour justement récupérer les minerais sur le chemin et les remonter vers la mer et pour alimenter notamment l'Allemagne nazie à l'époque, parce qu'on était sur la frange de Vichy. Donc on a évidemment une espèce de
contrôle de la région qui s'intensifie à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a un intérêt économique dans cette région-là. Alors que c'est des régions désertiques qui n'intéressaient pas grand monde. Il y avait les figuiers, les oujdas, etc. Mais entre, il y avait quelques nomades qui traînaient, mais ce n'était pas forcément quelque chose là. Ça devenait une zone d'enjeu, dans une zone où la frontière n'était pas vraiment tracée de manière précise par le traité de la Lamrnia, justement. Indépendance du Maroc, 56, mais malgré tout, Figuig, comme d'ailleurs d'autres sites, ont servant de base arrière au FLN. Au Falaga et au FLN, donc comme Oujda, comme ailleurs. La même logique. Mais logique, et donc pas forcément, c'est pas ça qui va nous arranger nos relations avec la France. La France. Donc il y a eu quelques expéditions punitives, quelques échauffourées là-bas, et donc Figuig, base arrière du FLN, au même titre que d'autres villes sur la frontière, quoi. Dans la frontière. Et dans une zone un peu, qui a vécu, on est dans cette zone-là, évidemment riche en histoire, une zone centrale, comme on a pu le voir par ces événements-là, mais une zone qui a fait l'objet de ce conflit absurde de 1963, la guerre des sables, entre le Maroc et l'Algérie, c'est octobre 1963, un peu fruit d'une espèce d'escalade nationaliste avec les premiers besoins de la République algérienne d'affirmer le nationalisme, etc., avec toute une population dans cette région-là. On ne sait pas très bien si c'était Maroc, Algérie, etc., avec évidemment côté marocain un nationalisme poussé avec cette publication de cette fameuse carte avec une espèce de carte du Grand Maroc qui va englober quasiment le tiers de l'Algérie actuelle, etc. Donc on est un peu dans cette la surenchère. Surenchère avec la surenchère nationaliste à qui est le plus patriote. Avec en arrière-fond la guerre froide, avec l'Algérie qui est aidée par l'Égypte de Nasser, Cuba. Nous, le Maroc par les États-Unis, l'Espagne, etc. Donc on est un peu dans ça. Donc une escalade verbale, ensuite des frictions à la frontière, ensuite conflit armé qui a duré un bon mois, avec des pertes de part et d'autre, et surtout une grande tristesse de voir que des pays qui sont censés être dans ce grand territoire juste au lendemain de l'indépendance, plutôt que on est au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, quelques années après l'indépendance du Maroc, et la première chose qu'ils commencent par faire, c'est se faire la guerre. C'est un peu comme au même titre entre la Haute-Volta et le Mali, un peu plus bas, etc. Chacun veut poser son autorité nationale en bousculant un peu le voisin. Une médiation africaine qui se met en place, et donc un cessez-le-feu. Un arrêt des combats et ensuite un cessez-le-feu un peu plus tard, fin 63, début 64. Mais on est dans une période où la vie continue, malgré tout, avec cette frontière qui est là, avec ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on n'a pas forcément une frontière rigide, donc selon l'ambiance, comme tu disais, Veda, on passe de part et d'autre ou on ne passe pas. Et ça se crispe en 76, évidemment, au même titre que ça s'est passé ailleurs avec évidemment, la marche verte, la réaction, avec on vire les Marocains de l'Algérie, notamment beaucoup de travailleurs, etc. Là, il y a une mauvaise ambiance. Là, c'est vraiment, là, ça dégrade vraiment. Et donc, la fermeture est beaucoup plus étanche. On ne passe plus, et donc nous demandons avec des impacts forts, évidemment, d'un point de vue social, parce qu'on parle de famille, on parle de familles divisées, évidemment. C'est une période qui est vécue très difficilement localement. Impact économique évident, parce que même des accès à certains palmeraies, il y a certains palmeraies, je cite par exemple Méliès, qui a disparu maintenant, parce que plus d'accès, plus d'agriculteurs, plus de personnes pour arroser, personnes occupées, donc on perd des ressources et des palmeraies. L'accélération de la migration de la région, donc toutes les forces actives. Pas de la migration subsaharienne. Non, les gens quittent, les gens de Figuig quittent pour aller bosser ailleurs. La migration de Figuig vers le centre urbain. Il y a eu toujours une migration un peu historique dans le lieu, parce qu'on est dans une oasis. Actuellement, c'est en gros 12-13 000 habitants. Et c'est à peu près la capacité de cette oasis de fonctionner, on va dire, pour simplifier. L'oasis est un territoire très fragile d'un point de vue écologique, qui a une capacité de recevoir des populations et de gérer des populations. Et donc tout l'excédent, de guillemets, doit aller ailleurs. Et donc il y a une immigration très ancienne, 19e siècle, 20e siècle, beaucoup vers l'Algérie. J'ai un grand-père qui a bossé à Oran comme boulanger avant d'ouvrir une boulangerie à Tirolet, donc une migration où les gens vont ailleurs, souvent boulanger d'ailleurs, une grande expertise sur la production du pain et de l'éminoterie. Donc on continue maintenant à avoir beaucoup de boulangers. Toi, tu en fabriques ou tu en manges? Moi, j'ai mal tourné, j'ai fait architecte. Mais tu en manges quand même. Mais mes grands-pères des deux côtés sont boulangers, etc. Et d'ailleurs, la plupart des boulangeries et pâtisseries du Maroc appartiennent toujours à des figuigis. Donc si vous nous servez, vous mangez. Vous nous servez, punition, mangez plus de pain. C'est impossible. Et donc, donc cette migration qui s'accélère vers l'Europe, beaucoup vers la France. Et donc une espèce de frontière fermée, il y a eu cette espèce d'ouverture des années 90, ensuite fermeture depuis. Et c'est très violent une frontière fermée. Surtout une frontière fermée quand on est au niveau de la frontière. Voilà. Surtout quand on la voit, la frontière de Bni Oulif est à 2 km, c'est-à-dire le premier, en tout cas, la gare de Figuig
et à Bni Mounif, donc de l'autre côté de la frontière. Donc il y a encore le panneau gare de Figuig. Et personne ne peut aller à la gare de Figuig. Il n'y a plus de train d'ailleurs, de toute façon. Donc Il y a c'est plus le de problème. train, Mais en tout cas, c'est très violent. Et de cette fermeture physique étanche, il y a 2 frontières physiques étanches fermées, celle-là et Corée du Nord, Corée du Sud. Donc comment on joue dans la division des grands par rapport à cette frontière. Et vu de Casaraba ou d'Alger, ceux d'à côté ne sont pas sympas, machin, il faut absolument fermer. Localement, c'est quand même violent, une fermeture fermée. Surtout que quand on regarde, quand elle est fermée depuis quelques décennies maintenant, mais quand on raisonne sur le temps long de l'histoire, elle était beaucoup plus souvent ouverte que fermée. Et c'est une anomalie qu'elle soit fermée. Quand on regarde, qu'on raisonne sur le fonctionnement de cette région-là, sociale, culturelle, politique, économique, c'est un non-sens qu'elle soit fermée. Pour finir, je vais quand même dire quelques mots sur Figuig actuellement. Figuig actuellement, c'est également la palmeraie, on en a parlé. Mais une palmeraie qui subit de plein fouet le changement climatique, c'est pas juste un slogan, donc c'est l'eau qui diminue. C'est une palmeraie qui également, qui en général fonctionne avec plusieurs strates, la strate des palmiers, la strate des fruitiers et la strate des maraîchers, qui demandent beaucoup de bras, qui demandent de l'eau. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a une dominante du palmier, dattier, parce que c'est plus valorisant économiquement. Et ça demande de bras, et les jeunes sont tous partis ailleurs. C'est l'impact climatique sur une grande population nomade qui vient se sédentariser, donc avec tous les bouleversements sociaux que ça peut générer. On en a parlé un peu, cette situation un peu inconfortable liée à la frontière où des terres agricoles ne sont plus accessibles, notamment ce qui s'est passé il y a quelques années avec les agriculteurs de Oued Simen qui ne pouvaient plus accéder à leur terrain à l'Arja, sans doute pour plein de bonnes raisons politiques, mais l'agriculteur sur place, à la limite, ça lui fait une belle jambe de savoir qu'il ne peut plus, etc. Et l'impact est localement très, très fort. Peu importe les explications et peu importe à qui la faute finalement, même si c'est une situation qui est une langue locale dramatique. C'est également beaucoup de monuments. On a parlé de la palmeraie, le patrimoine vert. L'Oasis de Figuig est sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 2011. Qu'est-ce que c'est que la liste indicative? La liste indicative, c'est l'État parti qui déclare son intention de proposer un site. Le Maroc, d'accord. Le Maroc, c'est la liste des candidatures qui se préparent, quoi. Et l'UNESCO prend note de cette candidature. Donc l'État marocain, une pré-candidature, une sorte de enregistre et dit voilà, allez-y, on attend votre dossier complet. Et donc depuis 2011, le Maroc a déclaré son intention. Il y a une vingtaine de sites. C'est le patrimoine matériel, ça y est. Matériel, une vingtaine de sites comme sur la liste. Tétouan, Fès. Exactement, complètement. Et le Maroc a fait cette demande en 2011, ça a été enregistré, on est en 2023, et il n'y a toujours pas de dossier inscrit donc, à un moment donné. Et c'est le cas pour d'autres sites. Il y a la mosquée de Taza, il y a Gulmi Mouednoun, il y a une quinzaine ou une vingtaine de sites. Il faut bien être clair parce qu'on n'a pas l'habitude dans ce podcast de parler de patrimoine matériel. C'est le complément de l'immatériel. L'immatériel, c'est Guinawa, Tboreda, la fauconnerie, tout ça, c'est deux registres complètement différents et c'est deux conventions différentes. Ouais. C'est le patrimoine. Non, ça peut être la nature. Hein. Le patrimoine matériel peut être culturel ou naturel. Ça peut être le Djoubral, ça peut être un site naturel, etc. Mais c'est deux registres complètement différents, c'est deux conventions internationales différentes. Le patrimoine matériel, c'est la convention 72, le patrimoine immatériel, c'est la convention 2003. Et c'est deux comités différents, c'est des experts différents. Après, il n'empêche pas qu'il y ait des croisements. Marrakech est sur la liste du patrimoine matériel, Jemaa Fna, qui est sur la liste du patrimoine immatériel. Et c'est sur la même chose, ça n'empêche pas des superpositions, mais c'est deux process différents. En termes de monuments, il y a beaucoup de choses à voir. Évidemment, l'Aqsa, on en a parlé. Il y a beaucoup de monuments. Il y a des mosquées, il y a des zaouïas, une mosquée al-Hajjawiyya, une des rares mosquées à minaret octogonal à Figuig, Octogonal. Comme Chaoun. Très très belle mosquée en pierre qui a plusieurs siècles. Il y a également des zaouïas, Elle ressemble à le Chaoun, juste pour information. Sauf qu'elle est en pierre apparente. D'accord. En pierre apparente. Donc c'est un autre il y a le Zaouïa de Sidi Abdouafi, le Zaouïa de Sidi Abdjba. Sidi Abdjba, c'est c'est également un lieu où il y avait au 15e, 16e siècle une université, je ne sais pas si le terme est peut-être anachronique, mais en tout cas un lieu d'enseignement de grande réputation sur la science théologique, mais également sur les maths, etc. Fait par Sidi Abdjba et par son fils en particulier. C'est également Ajdir, qui est une muraille, c'est également le Bahbouhat, qui sont des espèces de sources d'eau où on descend en profondeur pour se laver, pour nager. On descend dans des escaliers, on va en profondeur de la terre. Ah, c'est une source souterraine, quoi. C'est des poches d'eau souterraines, sur plusieurs endroits où on descend, et c'est assez impressionnant parce qu'on descend dans le noir et on arrive dans une eau. Dans une cuve. Qui est dans une espèce de cuve. Mais l'eau circule, quoi. L'eau bouge, bien sûr. Ah, d'accord. L'eau circule. Tu as fait ça, toi? J'ai fait ça. Après, il ne faut pas être claustrophobe. Mais c'est assez impressionnant comme Donc, en fait, c'est comme de la spéléo-natation. Spéléo aquatique. Ah ouais. Comment c'est pas connu, ça?
Il faut venir. Il y a également tout le réseau d'eau et de gestion de l'eau qui est un point fondamental, qui est en interface entre le matériel et l'immatériel, parce que les canaux sont matériels, évidemment, patrimoine matériel, mais toute la compétence des SRIF, des personnes qui gèrent l'eau, sont immatérielles. La question du patrimoine est intéressante. Il y a une route creusée ou réalisée dernièrement qui traverse la Palmeraie, qui s'appelle la route touristique, qui a fait polémique parce qu'elle a un peu impacté de manière grande ce patrimoine de la Palmeraie, qui a fait un peu une polémique, mais en même temps qui, d'un autre côté, même si ce n'est pas forcément en position, je veux bien entendre la voix locale qui dit que ça permet de rendre des terrains plus accessibles, pouvoir y accéder de manière plus facile. Vous nous embêtez venant de loin sur le patrimoine. Dans la réalité des choses, on a besoin de bouffer, on a besoin d'accéder à nos terres, on a besoin de les planter, etc. Donc c'est un sujet un peu polémique. Une gastronomie locale particulière. Ah bon? Sur Mehmeh, sur Trid, sur Klila, qui est ce fromage à base de lait caillé, sur Badès, sur Shoba, sur Chicha, sur toutes les variétés possibles de couscous, parce que la compétence de Figigi est liée au pain, mais également au couscous et à la farine, etc., à la gestion de la farine. Sans doute pas la gastronomie la plus raffinée du monde, mais une gastronomie à caractère. Tous les rituels ou tous les plats du Trid Meslani liés à la fête de Naya, qui est une fête qui se fait un peu partout dans certaines régions. Et voilà, il y a quelques personnages célèbres qui sont issus de là-bas. Mohamed Abdel Jabari, Samira Bouhassoun, la première pilote marocaine, la mère de Mehdi Benani et de Figuig, Bouder et de Figuig sur un autre registre. Bouder, l'humoriste et de Figuig sur un autre registre. Je suis pas resté sur le virage. Et il y a beaucoup de réduits locaux. Et Abdrahim Qasso. Je sais quand même, vraiment pour terminer, pour ceux qui veulent vraiment avoir plus d'infos, plus de matière, déjà il faut venir et également lire les ouvrages de quelques érudits locaux. Je cite en particulier Mohamed Ben Ali Bouziane, qui en est à son 15e ouvrage sur Figuig, qui est un instituteur local, qui est un érudit incroyable et interminable sur Philippe, qui écrit des livres passionnants sur tous les registres qu'on doit savoir sur Figuig. Donc c'est un must-know important si on veut s'intéresser à la région. Merci beaucoup. Je peux dire un mot quand même sur la situation actuelle. Bien sûr. Pour inviter les gens à venir, c'est quand même une très belle Palmeraie. C'est un fonctionnement sur les différents RSA très différents. Il y a une grande maîtrise de l'eau, la gestion de l'eau, les ZADUT, les irrigations qui sont sur un système fondamental très beau de gestion traditionnelle de l'eau, avec des maîtres de l'eau, des SRIFI, qui gèrent la répartition de l'eau entre. Donc beaucoup de techniques. Qaïdelma, SRIFI, donc beaucoup de maîtrise de l'agriculture. Une variété de dates particulières, Aziza, qui n'existe que là-bas, qui est très goûtue, très sèche, mais avec très peu sucré, mais avec beaucoup de saveur. Et une population extraordinaire qui se dépérit parce qu'on est un peu loin de tout. Avec une très belle équipe de volley. Une très belle équipe de volley qui est l'équipe Louaha, dont le président s'est décédé mais avec un vrai amour pour ce sport-là. Donc je vous invite tous à venir voir Figuig, c'est une belle. Super. Quel envolé! Tu as récupéré le rôle d'ambassadeur touristique de Figuig dans la dernière minute du podcast. Eh ben je trouve cette remontada extraordinaire de Figuig à la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairé. La passion s'entend dans tes mots, et c'est bien l'objectif de Radio Ma'arif que de donner la parole aux passionnés pour parler de ce qui les passionne et de ce qui les touche. Merci beaucoup. Nous allons de ce pas à Figuig. Yallah. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.